Bonjour à tous. En introduction de cette table ronde, je voulais effectivement rappeler quelques éléments de contexte sur les enjeux liés au cours d'eau sur le projet. Donc d'abord en rappelant que la LGV traverse 4 bassins versants, ceux de l'Indre, de la Vienne, de la Charente et de la Dordogne, et franchit 90 cours d'eau, pour certains plusieurs fois. La préservation de ces cours d'eau passe par la prise en compte de différents enjeux, notamment de garantir la transparence hydraulique de l'infrastructure, le maintien de la continuité écologique de ces cours d'eau, et puis la préservation de la qualité des eaux, et à toutes les étapes du projet. La période de chantier a été une phase très sensible par rapport aux enjeux de préservation de la qualité de la ressource. Et un important dispositif de prévention a été déployé puisque environ 1000 bassins d'assainissement des eaux de ruissellement ont été construits donc pour récupérer et traiter les eaux pluviales qui transitaient par le chantier. On voit sur la photo de droite un dispositif de filtre à paille mis en exutoire d'un bassin d'assainissement qui permet de retenir les matières en suspension avant le rejet des eaux au milieu naturel. C'est passé également par tout un travail de formation et de sensibilisation des équipes de chantier et également tout un dispositif de signalétique à proximité des zones sensibles, que ce soit les cours d'eau, les zones humides. Ces efforts en matière de préservation de la qualité de la ressource, ils se poursuivent en phase d'exploitation avec là aussi tout un réseau de collecte des eaux de ruissellement de la plateforme et puis des systèmes de bassins pour récupérer ces eaux. Et puis également des procédures de maintenance, d'entretien de l'infrastructure qui sont mises en place par le mainteneur MESEA. Je laisserai Mathilde présenter ces éléments un peu plus en détail. L'efficacité de l'ensemble de ces mesures, elle est vérifiée par la mise en place de suivi qui vous seront présentés tout à l'heure par Aquabio. Au niveau de la continuité écologique, cet enjeu il est pris en compte notamment dans la conception des ouvrages avec des franchissements de cours d'eau qui se sont faits par la mise en place de 25 viaducs ou estacades sur les cours d'eau qui présentaient les enjeux écologiques les plus forts. Ces ouvrages permettant la préservation du lit et des berges des cours d'eau. Pour les autres ouvrages, qu'ils soient de type dallot, cadre ou pont, on a systématiquement eu une reconstitution du lit du cours d'eau au sein de l'ouvrage avec apport de matériaux, ces reconstitutions étant adaptées à la typologie de chaque cours d'eau. Et puis il est également important de rappeler que l'ensemble de ces ouvrages de franchissement sont conçus pour prévoir la transparence hydraulique de la ligne et ont été dimensionnés pour accepter des crues centenales ou les plus hautes eaux connues en fonction du niveau, de la donnée la plus haute en fait de ces deux informations. Vous avez là à l'écran quelques exemples de reconstitution de cours d'eau au sein d'ouvrages avec sur la gauche un ouvrage sur le Champalu dans la Vienne et puis à droite le franchissement de la Gore à Poulignac en Charente où on voit à la fois bien la reconstitution du cours d'eau en lui-même mais également sur ces berges la création au sein de l'ouvrage de banquettes qui permettent donc d'accompagner, qui permettent le franchissement de l'ouvrage pour de la faune terrestre, donc les mammifères semi-aquatiques ou terrestres, les amphibiens par exemple. La continuité écologique doit être maintenue également en phase chantier, et donc là il y a tout un phasage qui est mis en place en termes de réalisation des travaux. Avec la création de dérivations, que ce soit une dérivation provisoire ou une dérivation définitive du cours d'eau. Et donc lors de la conception de ces dérivations, là il y a des techniques de génie hydraulique et écologique qui ont été mises en place, là aussi pour proposer des dérivations les plus fonctionnelles possibles, et chaque dérivation étant adaptée au contexte du cours d'eau et aux espèces inventoriées dessus. Et puis pour éviter tout risque de mortalité au moment de la bascule des écoulements du cours d'eau à sa dérivation, il y a systématiquement des pêches de sauvetage qui ont été réalisées pour éviter tout risque de piégeage d'individus.
Malgré toutes les précautions qui peuvent être prises en termes à la fois de réalisation, de conception du projet, mais également lors de sa réalisation, évidemment, un projet de cette nature génère des impacts sur les cours d'eau qui ont été compensés. Avec une compensation à hauteur de 200% des linéaires de berges impactés et également une compensation qui prenait en compte les impacts sur les habitats d'espèces piscicoles protégées, donc dimensionnées là plutôt sur une entrée espèce. Au total, ce sont 47 kilomètres de berges de cours d'eau qui ont été restaurés. J'en ai mis 2 exemples à l'écran, mais il y en a bien d'autres. Sur la photo de gauche, c'est un bras de contournement qui a été mis en place sur le cours d'eau du Lary pour restaurer la continuité écologique au niveau d'un plan d'eau. Et sur la droite, on a un exemple de restauration d'un affluent de la Charente. Là, on est sur un cours d'eau qui était complètement rectiligne avant le projet de restauration. Donc on voit qu'on lui a redonné, dans la mesure des emprises dont on dispose, une certaine sinuosité. Et puis, au sein de son lit, du coup, on recrée des alternances d'écoulement plus rapides sur des zones de radier et puis des zones de fosse. Alors effectivement, Aquabio est un bureau d'études spécialisé dans l'évaluation de l'état écologique des milieux aquatiques. Et dans un projet de telle ampleur, tel que la LGV, les cours d'eau effectivement sont au centre des priorités, c'est une grande préoccupation. Et cela se fait dans un cadre réglementaire. Et donc chronologiquement, en fait, ça a commencé avec une exigence concernant l'établissement d'un état initial, un état de référence de l'état des cours d'eau qui allait être franchi. Une fois fait et une fois les travaux entamés, il y a eu un suivi annuel de leur état durant les 4 années de travaux, de 2012 à 2016. Et une fois le lancement de la ligne, il y a eu une phase de surveillance annuelle pendant aussi 5 ans, de 2017 à 2022. Donc les cours d'eau suivis, il y en avait au total au tout début de l'étude 92. Ils étaient de tout type de taille. Donc on avait des grands cours d'eau comme la Vienne ou encore la Dordogne. Et on pouvait trouver aussi des cours d'eau de toute petite taille, de tête de bassin versant, cours d'eau voire juste simple écoulement. Donc on avait des écoulements permanents et des écoulements intermittents. Merci. Donc comment on évalue l'état écologique d'un cours d'eau et quel outil en fait on utilise? Donc tout d'abord on regarde et on observe les organismes vivants dans ces milieux aquatiques. Donc il y a différents groupes d'espèces qu'on utilise, donc notamment les poissons. Ensuite les macro-invertébrés, donc les insectes, mollusques ou crustacés qui ont toute une part de leur cycle de vie associé au milieu aquatique. On a aussi des microalgues comme les diatomées. Et là, ce sont les trois groupes d'espèces qui ont été analysés tout au long de l'étude, donc de l'état initial jusqu'en 2022 à la fin de la surveillance post mise en service. Donc en fait, ce qu'on fait lorsqu'on étudie ces groupes pour pouvoir obtenir un état biologique et un état écologique, en fait, dans chaque groupe, les espèces, on connaît leurs caractéristiques, on connaît leur sensibilité à l'environnement, et on peut voir que en fait, telle espèce ou telle espèce est plus sensible ou moins sensible à des pollutions, à des perturbations du milieu. Et donc le but en fait, c'est d'obtenir une liste, donc d'aller faire des échantillonnages et d'obtenir une liste d'espèces. Et à partir de cette liste, en fait, on utilise comme outil des indicateurs, des indices biologiques qui ont été mis à disposition, créés, mis à disposition par des organismes de recherche. Ce sont des indicateurs aussi qui sont normés et qui sont utilisés en fait dans le cadre de la directive cadre sur l'eau, de la DCE. À partir de ces listes d'espèces et des outils de ces indices, on obtient donc une note pour l'indice et on traduit cette note en fait en état biologique qui va de très bon jusqu'à mauvais. Ensuite, on associe et on soutient à cette biologie, on associe des analyses de la physico-chimie de l'eau
Et donc on va analyser plusieurs paramètres, plusieurs éléments de l'eau. Donc ça va des nutriments, donc les nitrates, les phosphates, en passant par le pH, la conductivité de l'eau, l'oxygène. Et donc là aussi, on obtient une qualité physico-chimique de l'eau, donc qui va de très bon à mauvais. Et quand on associe donc les états biologiques et la qualité physico-chimique de l'eau, c'est là où on obtient en fait par agrégation un état écologique. Et vient ensuite, peut se greffer aussi donc les caractéristiques morphologiques du cours d'eau. Donc ça c'est l'étude de l'hydromorphologie. Donc ce sont ces caractéristiques sur son lit mineur, ses berges, l'état de ses berges, l'état du boisement des rives, ce qu'on appelle la ripisylve. Et c'est aussi un compartiment, l'hydromorphologie, qui vient compléter l'état écologique, qui vient définir aussi l'état écologique. Donc pour le programme de suivi qui a été réalisé sur les cours d'eau franchis par la LGV, en fait, tout au long de ces 10 années, le programme, c'est-à-dire quelles stations, quels cours d'eau on allait suivre et quels indicateurs on allait appliquer, a évolué tout au long de l'étude. Ça dépendait des résultats antérieurs. Donc il arrivait parfois qu'on réalisait des pêches pour l'indice, donc indice poisson rivière, l'IPR, sur des cours d'eau vraiment trop à l'amont, où on ne trouvait pas de poissons, donc on sortait cet indicateur du suivi. Il arrivait aussi qu'on croisait certains cours d'eau qui étaient régulièrement en assec. Donc finalement on n'arrivait pas à obtenir de résultats sur ce type de milieu. Après, il y a, tout au long de cette étude, il y a aussi l'hydromorphologie qui a pris une place majeure, notamment pour le suivi des cours d'eau qui étaient dérivés et restaurés, dont on a parlé tout à l'heure. A été aussi mis en place un inventaire, donc ça c'était à partir de la phase post-travaux en fait, a été mis en place un inventaire des espèces végétales envahissantes. Et on avait aussi ajouté un suivi physico-chimique, en plus de l'eau, un suivi complémentaire sur les sédiments qui sont beaucoup plus qui incrémentent beaucoup plus intègrent beaucoup plus les polluants que le suivi de l'eau. Donc là vous avez un tableau qui reprend les quantités, les volumes, en fait, le nombre d'ouvrages qui ont été suivis pour la phase post-travaux, donc lancement de la ligne, entre 2016 et 2022. Donc il y a à peu près 70 cours d'eau qui ont été suivis sur la partie physico-chimie. Pour l'hydrobiologie, on était autour d'une quarantaine de cours d'eau. Là, le suivi était réalisé tous les 2 ans. Pour l'hydromorphologie, donc la description des habitats et des berges sur 500 mètres de linéaire, ça a été fait sur à peu près 50 cours d'eau. Et les inventaires d'espèces envahissantes a été fait aussi sur une grande majorité des cours d'eau qui étaient franchis. Alors pour présenter les résultats, alors c'est assez difficile parce que nos résultats sont stationnels, sont au niveau d'un site, donc en amont ou en aval d'un ouvrage, et à un instant T. Ce que l'on peut dire, c'est que globalement, l'état d'un cours d'eau, tel qu'il a été observé au moment de l'état initial, donc en 2009, n'a pas évolué de manière significative. Il a fluctué tout au long de l'étude, mais est resté dans des bornes assez similaires. Donc un milieu qui était bon est resté bon. Un milieu qui était médiocre a pu osciller vers l'état mauvais et a pu revenir aussi à un état moyen. Par contre, ce qu'on peut dire, ce qu'on a observé sur la phase post-travaux, c'est que les milieux qui ont été restaurés, parce qu'il y a eu nécessité de créer des zones de dérivation ou du réoméandrage. Là, on a pu observer que le milieu avait vraiment fortement et bien récupéré. Et en plus, ces sites de restauration ont souvent apporté une plus-value au cours d'eau qui était déjà très impacté, très anthropisé. Donc on l'a dit tout à l'heure, des cours d'eau qui étaient souvent très rectilignes. Et donc en fait, le fait d'avoir créé des sites de réoméandrage, de restauration, a apporté une certaine diversité aux habitats du milieu aquatique et a permis de revoir certaines espèces de poissons, notamment revenir sur ces secteurs. Voilà.
Caroline Emilcan, avant qu'on continue à dérouler sur la table ronde, quelle est votre lecture en fait de ce suivi écologique? Est-ce qu'il est plutôt satisfaisant à votre avis? Est-ce qu'il vous satisfait? Quelle lecture est-ce que vous en faites? Oui, les résultats sont satisfaisants. Ça montre qu'il n'y a pas eu d'impact négatif notable, à la fois en termes de qualité de la ressource et puis d'impact de ces franchissements de cours d'eau sur leur fonctionnalité écologique. Il y a même eu, ça vient d'être souligné, plutôt un effet positif sur certains cours d'eau qui étaient très artificialisés, devenus très rectilignes et qui ont pu avoir une plus-value apportée par ces dérivations et le soin qui a été porté lors du chantier à la conception de ces dérivations. Donc ça, c'est un retour très positif. À la Fédération de pêche de la Vienne, on a accompagné le chantier de la LGV sous plusieurs phases. Donc tout d'abord, je ne vais pas revenir dessus, mais on avait accompagné notamment pour tout ce qui était ouvrage de franchissement, dérivation, grâce aux pêches de sauvetage, en faisant des pêches électriques. Donc là, c'était des chantiers assez considérables d'un point de vue sécurité, logistique pour nous, puisque le but était de déplacer des peuplements de poissons d'un endroit à un autre pendant la phase de perturbation du milieu. Et ensuite, on a continué ce partenariat, notamment via l'aménagement de cours d'eau et de frayères à brocher. Donc pourquoi est-ce qu'on a réalisé ce genre de chantier? Puisque dans le département de la Vienne, alors je ne sais pas comment faire passer le diaporama, voilà, dans le département de la Vienne, on a des cours d'eau qui sont extrêmement dégradés d'un point de vue morphologique, d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif aussi. Donc tous les cours d'eau qui ont été traversés par la LGV ont bénéficié de mesures compensatoires, donc avec un bénéfice double, puisque le linéaire compensé équivalait à 200% du linéaire impacté. Et en plus de ça, ça a permis d'engager des travaux de restauration sur des cours d'eau qui étaient de base assez dégradés. Donc pour ceux qui ne savent, qui n'ont pas forcément de notion de base sur ce que c'est qu'un cours d'eau en bon état, donc là je vous ai affiché une petite photo. Donc là on est par exemple sur un cours d'eau qui est intact d'un point de vue morphologique. Voilà, donc qu'est-ce que c'est un cours d'eau qui est intact d'un point de vue morphologique? C'est un cours d'eau sur lequel on va avoir une certaine sinuosité. On va avoir une alternance de faciès d'écoulement aussi, ce qui est très important pour maintenir une diversité de vie aquatique. Donc on va avoir une alternance entre ce qu'on va appeler des radiers. Donc des radiers, ça va être des zones où on ne va pas avoir beaucoup d'eau, mais on va avoir une granulométrie assez grossière qui va se poser sur ces faciès d'écoulement, donc qui vont apporter, comme on peut le voir au milieu, des zones d'oxygénation assez importantes. Et ensuite, ces radiers vont du coup freiner les écoulements de la rivière et forcément augmenter la lame d'eau en amont, et on va créer des zones de fosse qui vont donc être plus profondes avec des écoulements plus lents et qui vont elles bénéficier plus aux espèces inféodées aux zones calmes. Et un cours d'eau en bon état va être jonché de nombreux habitats diversifiés, donc comme on peut le voir sur cette photographie, des arbres morts, des blocs, des sous-berges, des racinaires, et on va avoir aussi une exportation et une connexion latérale assez importante avec ce qu'on appelle son lit majeur, et on va voir par la suite ce qu'on a pu réaliser dans ce cadre-là. Donc, je vais juste vous montrer, je vais vous faire passer quelques petits diaporamas en amont de ce que je vais vous présenter après, pour vous montrer ce que c'est concrètement, ce qu'on peut avoir dans le département. Donc ça, c'est pas un fossé, on parle de cours d'eau, bien évidemment. Donc dans les années, on va dire dans le département de la Vienne, ça s'est étendu du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 80. On a eu une grande phase de remembrement. Donc c'était quoi le remembrement? Donc on a voulu intensifier notamment l'activité agricole, et pour ce faire on a vu à l'époque, c'était la vision de l'époque, il ne faut pas leur en vouloir, c'était d'autres objectifs qu'on s'était fixés à l'époque, on prenait moins en compte l'environnement qu'aujourd'hui. Donc on a vu à l'époque les cours d'eau comme une contrainte, comme une zone qui va inonder, qui va minimiser du coup les surfaces agricoles. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de rectifier ce problème? Eh ben, on a rectifié les cours d'eau, on les a recalibrés.
On les a déplacés de leur lit, voilà, merci. Ce qui fait, vous pouvez passer l'image, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc on a un surdimensionnement du cours d'eau qui avait pour but de minimiser donc les fréquences d'inondation, pour but aussi de faciliter l'évacuation de l'eau. Donc les conséquences ont été dramatiques pour les cours d'eau dans le département de la Vienne, donc avec des colmatages, de l'envasement très important, la perte des habitats, la perte de la dynamique, l'aggravation aussi des écoulements à l'étiage, puisqu'on perd le soutien des zones humides, on facilite l'évacuation de l'eau vers l'aval, donc forcément on perd le soutien de l'étiage aussi. Donc on se retrouve comme sur cette photo, hein, qui est une photo de la Rhune avant travaux, vous allez voir après travaux tout à l'heure, qui est un cours d'eau qui a été traversé par la LGV. Donc on voit un envasement complet de la rivière avec un débit qui est presque imperceptible puisqu'il se perd de manière diffuse dans le colmatage de la rivière. Et autant vous dire que dans ces conditions-là, la vie aquatique, elle est plus que limitée. On a très peu de diversité, on a un milieu qui est asphyxié, on a des habitats pour les espèces les plus sensibles qui sont complètement colmatés, complètement perdus. Donc autant vous dire qu'on part d'une vie aquatique qui est presque à zéro. Donc, pour compenser ces problématiques liées au remembrement des années 60-80, donc à la Fédération de pêche et dans le cadre des mesures compensatoires de la LGV, on a réalisé ce qu'on appelle de la restauration morphologique, recharge granulométrique ou renaturation du cours d'eau. Donc il y a deux types de travaux. Donc là, comme on peut le voir sur les images, on va faire ce qu'on appelle de la recharge granulométrique. Donc en fait, on va resserrer le lit mineur du cours d'eau qui est, comme je vous l'ai montré sur les images précédentes, qui était trop large. Donc là, on va apporter des apports granulométriques pour recréer une sinuosité à l'intérieur même du lit mineur et par la même occasion, recréer des radiers et donc de manière indirecte des fosses, en recréant aussi par la même occasion des habitats à l'aide de blocs, à l'aide de souches et en recréant aussi des points d'oxygénation. Donc là on peut passer rapidement, c'est pour vous montrer qu'on part d'un lit mineur qui était absolument vierge en termes d'habitat. Donc là vous pouvez les voir sur les petits rectangles orange foncé. C'est passé un petit peu trop vite sur les rectangles orange foncé. Voilà, comment est-ce qu'on a recréé cette alternance, cette diversité dans les rivières. C'est assez simple quand on le dit comme ça, mais c'est un peu plus complexe en réalité. Ça ne revient pas seulement à mettre des cailloux dans une rivière, puisque quand on restaure un cours d'eau, il faut prendre en compte la dynamique de la rivière, sa capacité morphogène. C'est-à-dire que sur une rivière qui a une forte capacité morphogène, si on met des cailloux trop petits, en fait les travaux vont être pulvérisés au premier coup d'eau. Donc il va falloir calculer la taille des cailloux qu'on met dedans, il va falloir calculer aussi la hauteur des radiers, donc des points hauts dans la rivière qu'on va restaurer pour... on va augmenter la lame d'eau, on va recréer la connexion avec les zones humides, mais il ne va pas falloir non plus engendrer de gros risques d'inondation à cause de nos travaux. Donc on va avoir vraiment un équilibre à respecter. Donc pour ça, on a aussi fait des modélisations hydrauliques à l'époque. Certaines restaurations ont été aussi accompagnées, donc le rehaussement de la lame d'eau fait avec ces radiers a été accompagné avec le reprofilage de zones humides annexes à la rivière, dans lequel on va avoir recréé des zones de reproduction piscicole aussi. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, donc ça c'est la photo de la Rhune que vous avez vue juste avant. Donc le grand cours d'eau qui était large, qui était tout envasé, dans lequel il n'y avait plus de débit. Donc vous voyez forcément qu'on regagne énormément d'un point de vue diversité d'habitat, d'un point de vue esthétique aussi, vous en conviendrez j'espère. Donc là on a un cours d'eau qui a retrouvé une dynamique, qui s'est décolmaté naturellement, puisque forcément quand on resserre le lit de la rivière, on augmente sa capacité auto-épuratrice, donc on va évacuer le colmatage et les matières fines. Avec les blocs, on va recréer des habitats pour les poissons, on va recréer des points d'oxygénation, ce qu'on n'avait plus dans le cours d'eau après recalibrage. Donc vous voyez qu'on va refaire vivre tout ce cours d'eau. Diapo suivante s'il vous plaît. Donc là vous voyez évidemment toujours la même photo. Voilà, photo très visuelle, encore une fois. Diapo suivante aussi. Voilà, donc j'ai choisi cette photo puisqu'elle est extrêmement visuelle sur ce que peut donner les travaux qu'on a réalisés dans le cadre des mesures compensatoires de la LGV. Donc là, on voit qu'avant, vous pouvez imaginer, donc là on est sur la Boivre, donc on avait un cours d'eau qui était droit, qui était profond, qui était envasé, qui était peu dynamique, qui n'avait pas de connectivité latérale.
Et grâce à la restauration, là vous pouvez voir les zones de radier dont je vous parlais tout à l'heure, donc les points hauts dans la rivière. Donc on va recréer des points d'oxygénation. En amont de ces radiers, on a créé des zones profondes, vous voyez les zones un peu plus sombres, dans lesquelles on a mis en place aussi des blocs pour recréer en plus de l'habitat piscicole. On a aussi replanté une ripisylve diversifiée et bien équilibrée. Donc là, elle était en cours de reprise, hein. C'était juste après les travaux, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui elle est magnifique. Et vous voyez, du coup, sur la partie haute de la photographie, en fait, on a ce qu'on appelle une frayère à brocher. Donc là, on était en train de reprofiler donc une zone humide annexe à la rivière, pour laquelle la connexion a pu être de nouveau possible, justement grâce au rehaussement de la lame d'eau permise avec l'aménagement des radiers dans la rivière. Donc là, c'est multiples bénéfices pour la rivière. Vous pouvez passer la photo d'après. Donc vous voyez, donc réoxygénation, diversité des habitats, la ripisylve qui s'est redéveloppée. Sur la gauche, on ne voit pas, mais reconnexion avec la zone de frayère à brocher qui va du coup produire du brochet et participer à la diversité piscicole de la rivière derrière. Donc on est vraiment que sur des points positifs. Surtout, voilà. Donc là, je voulais vous montrer sur la dernière photo la connectivité latérale permise avec cette fameuse frayère à brocher. Donc les bénéfices sont multiples, hein, puisqu'une frayère à brocher, donc c'est une zone de reproduction piscicole. C'est aussi une zone humide qui va bénéficier aux amphibiens, aux reptiles et à des oiseaux semi-aquatiques et des mammifères semi-aquatiques. Ça va être aussi une zone de connexion avec la nappe alluviale, donc des points de recharge de nappe. Aujourd'hui, on parle dans le département de la Vienne des sécheresses qui sont de plus en plus dures, de plus en plus intenses pour nos milieux. C'est ce genre de zone aussi qui permettent de lutter contre ces sécheresses, d'améliorer la résilience de nos milieux en améliorant le soutien à l'étiage. Donc voilà, j'aurais bien aimé rentrer un peu plus dans le détail précis. On sent que vous êtes passionné. Voilà, de ce que ça apporte pour le milieu. J'aurais pu vous présenter, parce qu'on a aussi accompagné l'ISEA, enfin grâce à l'ISEA, on a aussi participé au suivi biologique des espèces aquatiques qui sont liées à ces milieux restaurés. Donc on a fait à la fois des suivis piscicoles, on a à la fois fait aussi des suivis morphologiques qui ont amené parfois à des reprises de travaux, faut le dire. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi, et des reprises de travaux qui ont été bien faites. On a fait les suivis des frayères à brocher, et je vous invite, si vous voulez aller plus dans le détail des résultats de ces suivis, que je n'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui parce qu'on est assez pressé. Voilà, je déborde peut-être un peu du temps qui m'était imparti, mais vous pouvez aller voir sur le site de l'ISEA tous les rapports de suivi qui sont à vos dispositions, les rapports de suivi morphologique, les suivis biologiques, que ce soit via les pêches électriques, les suivis de rendement de nos frayères à brocher, et on a une chaîne YouTube à la Fédération de pêche aussi, sur lequel on a filmé ces suivis, donc pêche électrique, suivi des frayères à brocher, du coup dans le cadre de ces mesures compensatoires. Donc c'est des petites vidéos de 3 minutes, ça vous coûte rien d'aller les voir. Donc nous on a 2 enjeux d'entretien de la végétation, l'entretien dans les emprises, donc à l'intérieur des clôtures, qui est un enjeu pour le cheminement de nos mainteneurs, pour la réalisation de la maintenance, donc un enjeu pour leur sécurité. Lorsqu'ils travaillent, il faut qu'ils puissent cheminer en toute sécurité sur les pistes. Et un enjeu d'entretien hors emprise, donc sur les parcelles en dehors des clôtures, qui nécessitent un entretien également. Donc nous avons décidé en 2022 de passer en zéro phytosanitaire, plusieurs types. Donc là, on est sur les tests, on va dire, alternatifs aux phytos. On a bien sûr l'entretien mécanique réalisé par nos mainteneurs. Donc on a plus de 300 km de lignes à entretenir, donc aller-retour, vu qu'on a une voie 2, ça fait plus de 600 km, avec un peu moins de 10 mainteneurs à bord. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions pour pouvoir pérenniser le zéro phyto. Donc là, vous avez par exemple un test qu'on a fait avec une entreprise qui s'appelle Schutzer, du côté de Clérac, donc au nord de Bordeaux, en juin de cette année. Sur 100 mètres de long, donc là la flèche jaune que vous voyez, c'est la piste, donc c'est le cheminement de nos mainteneurs pour réaliser les opérations de maintenance. Donc sur 100 mètres de long et 2 mètres de large, ce qui fait un test de 200 mètres carrés à peu près d'un granulat qu'on est venu tasser sur la piste.
Donc là, vous avez le résultat avec un suivi à 4 mois. Donc ça a été réalisé en juin, le suivi a été fait en novembre. Donc on va voir, on fait un suivi trimestriel et on fera un REX à 1 an pour voir si ce test est vraiment viable pour le prolonger sur la ligne. On va voir là vraiment le résultat au printemps avec la repousse pour voir si c'est vraiment solide. Et on a réalisé un autre test. Je peux passer Julia, avec Cognac TP. D'ailleurs, nous avons Nicolas Rouchette dans la salle qui travaille avec nous sur ce projet. Donc, on a mis une attentivégétation en fait. Donc là, pareil, sur 3 zones, pardon. Donc sur la même zone, voie 1, voie 2, pour le cheminement des mainteneurs. Donc vous avez le résultat de la natte juste à côté, avec forcément un revêtement antidérapant en cas de gel pour que nos mainteneurs puissent circuler en toute sécurité. Et j'ai pas mis de photo là, mais aux abords d'un accès avec un escalier qui, pareil, était envahi par la végétation et donc on n'arrivait même plus à trouver l'escalier pour accéder aux voies. Donc ça, ce sont des alternatives qu'on teste. Donc voilà, je dis test parce qu'on les a fait sur des courtes zones. On va faire un REX 1 an pour voir si vraiment c'est viable et est-ce qu'on peut l'étendre aux zones qui sont un peu critiques en termes d'entretien chez nous. Et en ce qui concerne l'entretien hors emprise, on a donc des mainteneurs poilus et à 4 pattes qui sont des moutons. Donc on a réintroduit l'écopâturage chez Méséa. Donc on est arrivé à presque 13 hectares d'écopâturage et on continue de rechercher les zones sur lesquelles on peut en faire. Et on a bien sûr l'entretien mécanique, donc avec les tondeuses, des robots tondeuses. Mais voilà, l'entretien mécanique sur des talus, donc des pentes assez raides, ça reste assez compliqué pour nos mainteneurs. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des solutions alternatives. Merci à vous pour cet éclairage. Alors moi, il y a une question qui me vient tout de suite quand je vois les photos, c'est en ce qui concerne l'artificialisation des bandes que vous engluez, finalement, que vous tassez, parce que finalement vous faites obstacle à la végétation, c'est le but recherché évidemment, mais là, est-ce que c'est pas, entre guillemets, une congélation en fait de ces portions de terrain? Donc tout ce qui est les tests... alors tout ce qui est avec Cognac TP, c'est des bâches qu'on peut enlever. Donc on pourra les enlever, c'est pas quelque chose qui est périn. En ce qui concerne le test avec Cognac TP, c'est pareil, il suffit de gratter pour l'enlever. C'est des tests qu'on a fait que sur les pistes. C'est des zones qu'on ne va pas faire en dehors des emprises. Là, ce sera vraiment que juste aux côtés des voies pour le cheminement des mainteneurs. Pour tout ce qui est hors emprise, du coup, on privilégie le traitement mécanique et l'écopâturage. Très bien, merci à vous. Alors, à l'instar de ce que je viens de faire, n'hésitez pas à vous manifester pour poser des questions. Moi, j'en ai néanmoins une avant que tout le monde se... Voilà, alors je vais vous passer la parole tout de suite. Au niveau financier, qu'est-ce que ça donne ? Alors, au niveau financier, vous vous doutez que ces tests ont un coût. D'où ma question. Voilà, donc je peux vous donner les chiffres pour les tests avec l'encroutement. Donc le premier avec Schutzer, on est à 66 € du mètre carré de test. Et avec Cognac TP, on était à 49 € du mètre carré de test. Donc ça, oui, c'est plus important qu'un mainteneur qui travaille chez nous. Voilà, parce que ça c'est en valeur absolue, mais en valeur relative, à combien revient un mainteneur finalement ? Alors là, je n'ai pas la réponse comme ça, mais on est au-dessus du coût d'un mainteneur. D'accord. En ce qui concerne l'écopâturage, par contre, on s'y retrouve. Effectivement, les moutons. Les moutons, c'est efficace. Voilà. Merci. Donc Miguel Gueldra de Vienne Nature. Donc c'est une question pour Brice. Alors je ne sais pas si c'est parce que nous on est amené à aller plus souvent le long de la ligne LGV, dans le cas des suivis des mares, etc. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'écrevisses de Louisiane à proximité de la ligne. Est-ce que toi tu as fait ce constat-là ? Et est-ce que par exemple ça ne serait pas une espèce qui aurait pu être importée en phase chantier avec le matériel ? Beaucoup de quoi ? D'écrevisses de Louisiane, pardon. Ah. On en trouve beaucoup dans les bassins de décantation, dans les mares, à proximité de la ligne. Alors, est-ce que scientifiquement c'est un peu dur de faire le lien comme ça de but en blanc, mais après il faut savoir que tu le sais, c'est une espèce d'écrevisse qui a une dynamique assez exponentielle dans le département. Donc c'est une espèce invasive, on est bien d'accord. C'est une espèce invasive qui se reproduit, qui s'adapte de plus en plus, dont le développement est favorisé par le réchauffement climatique. C'est une espèce qui aime les eaux chaudes. Qui peut prendre facilement la place des autres espèces autochtones dans des milieux qui sont du coup en dégradation. Et une fois qu'elle a pris la place, elle la laisse plus.
On vient de voir aussi, et je rebondis par rapport à ce que tu dis, on est en train, pas plus tard qu'hier, je faisais le suivi des frayères de la Vaune. Et en fait, on s'est aperçu que normalement, c'est une espèce qui restait en dormance tout l'hiver. Et en fait, vu qu'on a eu un hiver extrêmement doux, extrêmement pluvieux, avec beaucoup de dynamique d'espèces et tout ça dans le département, en fait, on a des frayères à brochet cette année qui sont envahies de millions de petites clarkies écrevisses de Louisiane. Qui font 1 centimètre, qui veut dire qu'il y a eu une reproduction en fait en période hivernale. Donc c'est une espèce qui peut-être a bénéficié de déplacements pendant les travaux, mais je pense que c'est aussi la résultante d'une dynamique exponentielle à l'échelle du département, tout milieu confondu. Voilà. Mais c'est une espèce effectivement qui pose problème et qui nous inquiète énormément. Oui. Est-ce que ça fait partie d'ailleurs des indicateurs que vous avez évalués? Parce que tout à l'heure vous nous parliez des poissons, mais manifestement l'écrevisse de Louisiane a l'air d'être un indicateur de mauvaise santé, ou en tout cas de dégradation par envahissement. Les macrocrustacés font partie des espèces qu'on le relève pour l'indicateur macro-invertébré, donc l'I2M2. Et du coup, je rajouterais les écrevisses envahissantes, hein, comme la plupart des espèces envahissantes. C'est du fait de leur capacité d'adaptation et de leur faible exigence en fait qu'on les retrouve dans des bassins dont vous parliez, alors qu'on ne va pas retrouver des espèces qui auront des capacités d'exigence, enfin des exigences beaucoup plus élevées, donc et qui ne seront pas du tout retrouvées dans ce genre de milieu. Ouais. Mathilde Duriez, juste une question. Les sites dont vous nous avez parlé, est-ce qu'ils ont été choisis spécifiquement sur leur impact probable sur les cours d'eau qui seraient aux alentours? Ou est-ce que c'est plutôt sur des aspects géographiques, géotopologiques plutôt? Alors, éco-pâturage plutôt sur des zones qui seront où les moutons auront à manger et qui seront des grandes zones à entretenir. Après, pour ce qui est... alors, il faut savoir déjà que sur les plus de 300 km de ligne, on a presque 50% de la ligne qui est en zone de non-traitement phytosanitaire pour le passage de cours d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, donc 50% très parsemés. Donc, on va dire que quasi toutes les zones de la LGV sont des zones sensibles. Nicolas Roboam du Conservatoire botanique du bassin parisien. J'avais une question pour Monsieur Carlu. Vous nous avez présenté du coup votre approche sur la prise en compte de l'évaluation écologique des cours d'eau. Est-ce que dans votre démarche, à un moment ou à un autre, vous avez intégré le suivi des macrophytes et de la flore? Et ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir comment cette flore a recolonisé ces cours d'eau qui ont été recalibrés après les travaux. Alors, dans le cadre réglementaire qui était imposé, les macrophytes n'étaient pas un indicateur, parce que c'est aussi un des indicateurs de la directive cadre sur l'eau qui est suivi sur les cours d'eau, par exemple, du réseau de surveillance des cours d'eau français. Étant donné que cet indicateur montre en première chose l'état trophique d'un milieu, c'est pas forcément un indicateur adapté à des suivis de travaux. Mais effectivement, mais peut-être que là, les conservatoires botaniques qui ont suivi les cours d'eau peuvent appuyer sur le fait qu'il y a aussi besoin de réaliser des études sur l'évolution des herbiers dans les cours d'eau. Après, nous, notre travail était cantonné, on va dire, en amont, en aval des ouvrages. On n'est pas allé au-delà. Et c'est vrai qu'il y a peu de cours d'eau qui présentaient ce type d'herbier. On aurait pu le pratiquer sur des grands cours d'eau, comme la Vienne ou la Vonne. J'avais mis une photo de la Vonne. Mais après, la plupart des cours d'eau qui étaient suivis étaient vraiment des petits chevelus, des petits cours d'eau où on ne retrouvait pas de macrophytes, donc de ces peuplements de plantes aquatiques en fait. D'accord, je vous remercie. Alors Joël Carlu, sur votre présentation tout à l'heure, vous indiquez 2022. Est-ce que c'était la fin de votre suivi? Est-ce qu'il est prévu qu'il aille plus loin? Alors 2022, c'est la fin du suivi, on va dire, réglementaire, ce qui est exigé notamment par l'arrêté interpréfectoral. Là, depuis quelques semaines, en fait, l'ISEA est revenu vers nous pour proposer un suivi, parce que l'ISEA aimerait se positionner comme une sentinelle en fait de l'état des cours d'eau, de pouvoir être informé s'il y a une dégradation qui survient.
et donc nous propose d'établir, on va établir ensemble un nouveau programme de suivi adapté en fait en fonction des résultats antérieurs, encore une fois. Donc ça va s'appuyer sur une sélection des cours d'eau, on va voir si on s'appuie sur l'enjeu écologique des cours d'eau. Il y a aussi on va aussi regarder la temporalité. On était sur des suivis d'1 an pour la physico-chimie, 2 ans pour la biologie. On serait plutôt parti sur un suivi maintenant tous les 3 ans, pour avoir un état écologique tous les 3 ans. Et ce suivi commencerait du coup l'année prochaine, en 2025. Bonjour, Sylvie Fontenay, département de Charente-Maritime. J'aurais voulu savoir comment vous avez travaillé avec les syndicats Gemapiens et si vous avez mis en parallèle les résultats sur vos suivis ponctuels sur le tracé de la LGV avec les résultats globaux sur les bassins versants des cours d'eau. Alors c'est vrai qu'on travaille ponctuellement avec certains cours d'eau, avec certains syndicats. Ça n'a pas été une démarche faite de façon globale sur l'ensemble du tracé. Déjà parce que je pense qu'historiquement, au moment où on a engagé les travaux, à la fois sur les travaux des dérivations des cours d'eau lors de la construction de la ligne, mais aussi sur la compensation, tous les bassins versants n'étaient pas forcément couverts par des syndicats de rivière. C'est un travail complémentaire qu'on aurait tout intérêt effectivement à engager pour effectivement partager nos retours d'expérience et les résultats de nos suivis.